Je vous présente Jean-Marc Lenné. Bonjour. Qui m'appelle son nom, pas plus de moi. Qui est le co-auteur de Nos Années étranges. Entre autres choses, entre une page Wikipédia dans le Comme de Bras, sur la traduction de comics et sur des responsabilités éditoriales. Moi-même, je m'appelle Xavier Fournier, je suis tombé dans la potion magique du comics quand j'étais petit. En particulier, il y a un magazine qui s'appelait Strange, dont on va beaucoup parler. Et juste en intro, peut-être, je suis sûr qu'il y a plein de nostalgiques qui sont venus dans la salle pour parler de ce magazine qui a un peu marqué plusieurs générations même. Mais je pense aussi qu'il y a certaines personnes qui sont rentrées là pour voir un petit peu ce qui marqué Marvel. Et là, il est rassuré, on va pas faire non plus qu'un truc où sont passés 14 ans. C'est aussi, je pense, une manière, parler de Strange, pour ceux qui ne le connaissent pas, on va vous expliquer ce que c'est aussi une manière peut-être de s'interroger sur une période qui termine, parce que en ce moment, les kiosques voient disparaître les comics de manière régulière, et on sent que la fin est proche, en tout cas pour ce mode de distribution. Et parler de Strange, c'est aussi parler de la manière dont les comics se sont imposés dans les kiosques et sont vraiment devenus une littérature populaire en France. Donc c'est ça qu'on va essayer un petit peu de dégager et pas simplement vous montrer de superbes couvertures, la plupart peintes par Frisano, vous allez pouvoir vous régaler les yeux. On va peut-être un peu parler de tout ce que Strange a permis de déclencher en France. Et même si vous n'étiez pas lecteur de Strange, je pense que ça a rendu possible pour vous plein de choses que vous ignorez peut-être. Tout à fait, entièrement d'accord avec toi. Ça va être comme ça tout au long de la... Ça va commencer comme ça va chauffer un peu plus après. Donc, pour ceux qui prennent le train en marche, les comics ont existé en France, ont été traduits en France à partir des années 30. Je ne vais pas vous refaire toute l'historique, mais juste pour vous expliquer quand même qu'il y a quelques précurseurs, et c'est intéressant parce que ces précurseurs étaient tellement traduits de manière aléatoire que les gens n'avaient pas toujours conscience de lire des comics. Il faut savoir que Superman est traduit en France sous le nom de Yordi, avec un Y. Parce que Superman, ça faisait trop étranger, que voilà, donc ça a même été publié à un moment dans les pages de Spirou sous le nom de Hercule, de l'Hercule moderne. Et là-dessus, le gamin qui lisait des illustrés à l'époque risquait pas de deviner que c'était américain et que c'était étranger. Et pendant des années, les publications liées aux comics ont été un petit peu, non pas vendues sous le manteau, mais vendues avec un masque, c'est le cas de le dire, qui faisait que le lectorat ne pouvait pas forcément deviner ce qui était français, ce qui n'était pas français. Et le plus gros tirage, je pense, d'une revue à tendance américaine, c'est Tarzan, à la fin des années 40, qui était en hebdomadaire écoulé à 240 000 exemplaires, je crois, avec à l'intérieur les aventures d'un héros qui s'appelait les Ailes Rouges. Et les Ailes Rouges, c'était Batman, qui était recolorié pour coller au nom. Donc tout ça pour vous expliquer que les comics, c'était souvent consommé sur des gros tirages, mais que les gens n'en avaient pas forcément conscience. Et ce qui se passe à la fin des années 60, c'est que fondamentalement Marvel veut s'implanter en France, ne trouve pas d'éditeur. Tu me coupes si je dis une bêtise. Et enfin, tu me coupes la parole. Oui. Et donc, commence un moment, il y avait une Barbara Darnaud, je crois, qui était agent littéraire pour les droits étrangers, les droits français de Marvel, qui essaie de vendre ça aux éditeurs parisiens qui n'en veulent pas. Il y a un tel problème de censure, il y a un tel problème d'anti-américanisme, et puis c'est pas considéré comme de la vraie culture. Alors, déjà, la bande dessinée à l'époque, ce n'est pas considéré comme de la vraie culture. Donc, en plus, vous mettez étrangère derrière, c'est encore pire. Et donc, personne parmi les éditeurs parisiens ne veut de ce matériel-là. Donc, Madame Darnaud, redescend, on va dire, d'un étage et part en province, demander aux éditeurs de province s'il n'y a pas parmi eux quelqu'un qui voudrait prendre les titres Marvel. Ce qui nous amène aux éditions Lug, qui sont des éditions lyonnaises. Et on propose ces titres-là à Claude Vistel, qui est la sous-directrice ou la directrice adjointe ou le bras droit administratif de Lug, il y a plein de manières de la décrire, à qui on propose ça, elle dit non. Et puis en 67, paraît pour la première fois des extraits des Fantastic Four et de Spider-Man dans un magazine qui s'appelle Planète, enfin dans un hors-série qui s'appelle Les Trésors de la bande dessinée. Et là-dedans, c'est 10 pages de fantastique avec des lectures directement, ils ont sauté
une saga qui est des plus connues. Et puis 10 pages de Spider-Man de Ditko, et quand Madame Christel voit ça dans un livre, couverture rigide, carrée, vendue en courrier, et puis à la fois c'est sérieux. Ah ben on va essayer. Et c'est comme ça que sur ce coup de tête, pour ainsi dire, les éditions Luc se lancent dans les super-héros Marvel. Tu peux peut-être nous parler de ce qui a précédé Strange chez Luc, peut-être? Oui, Strange est sorti en janvier 70, en même temps qu'un titre qui s'appelle Marvel, mais avant il y avait un autre titre qui s'appelait Fantasque, qui était dans un format un petit peu plus petit que le format comics, mais qui proposait des bandes dessinées en couleur. On est donc en 69, et Fantasque n'a pas duré longtemps, parce que l'éditeur a reçu des courriers annonçant un coup de paix de la censure, et donc la revue s'est arrêtée. Ils ont décidé donc de changer un peu la présentation, parce qu'ils pensaient bien que, enfin, surtout, Claude Vistel semblait convaincu qu'il y avait quelque chose à faire. C'est la fille d'un des deux fondateurs, il y avait Marcel Navarro et Auguste Vistel, et elle, qui est donc plus jeune, était plus convaincue qu'il fallait pousser dans cette direction. Et donc il lance Strange en janvier 70, mais il décide de le faire en petit format, avec une présentation en couleur qui est assez surprenante pour l'époque, c'est-à-dire que plutôt qu'avoir une polychromie normale, on avait une bichromie, avec soit une dominante d'orange, soit une dominante de vert, dit-on, pour atténuer l'aspect violent et spectaculaire des couleurs et des dessins. La commission de surveillance des publications pour la jeunesse trouvait que les couleurs américaines étaient trop vives et que ça allait abîmer les yeux des enfants. Donc on a demandé aux gens de Luc de recolorier ça sur des teintes un peu... alors si c'était que du d'orange sur une page, ben ça heurtait moins les yeux apparemment. Si c'était que du vert, ça heurtait moins les yeux. Ça allait. Et puis quelques mois plus tard, ils l'ont écrit en disant que c'était des couleurs trop glauques. Les enfants allaient s'abîmer les yeux en essayant de voir les pages. Donc finalement, ils ont opté pour les pages comics contenues. Et il s'était mis aussi en petit format parce qu'il y avait pas mal d'éditeurs de bandes dessinées populaires, de bandes dessinées de gare, comme on dit, qui fonctionnaient sur du petit format, donc ça permettait de s'intégrer dans une espèce de paysage éditorial général. Eux-mêmes faisaient beaucoup de petits formats, donc ça rentrait dans leur logique de collection. Et ils sont passés d'une manière un petit peu discrète, comme ça, ils sont arrivés jusqu'au numéro 10. Et au numéro 10, alors, dit-on aussi, à la suite de plein de lecteurs qui connaissaient un petit peu le matériel d'origine, au numéro 10, ils sont revenus à un format comic book, à des pages en couleur, etc. etc. Et puis après, le magazine a bien fonctionné. Son petit frère, qui s'appelle Marvel, qui est sorti à peu près au même moment, lui a en revanche eu droit à un coup de censure à nouveau, et il n'a duré que 13 numéros. Mais Strange, en revanche, a réussi à s'implanter, a perduré pendant un certain temps en étant peu ou prou la seule revue de super-héros, mais à force d'accumuler un certain succès, il a ouvert la voie à la naissance d'autres magazines, et puis même des parutions en kiosque, mais au format album. Ce qui change aussi, c'est que Strange, c'est l'une des premières fois, je ne sais plus si la tagline était marquée sur Fantasme, mais c'est l'une des premières fois où on affiche en haut d'une couverture le mot super-héros. Le surtitre de Strange, c'était les super-héros de Stan Lee. Alors, il y a des gens parmi vous qui ont dit que c'était pas que Stan Lee, c'était aussi Jean-Pierre les autres. C'est vrai, d'accord. Mais ce qui est important dans la tagline, c'est le mot super-héros qui, jusqu'ici, était caché pour plein de choses. Donc, ce magazine-là, il est devenu, un peu à l'insu de son plein gré, revendicatif. C'est d'un seul coup, c'était plus les ailes rouges ou l'ordi qu'on disait dans un coin, mélangé avec du franco-belge. C'était un magazine qui s'affichait comme une revue de super-héros américains et qui ne le cachait pas. Alors, il y avait quelques traductions aléatoires, c'est que Spider-Man est devenu l'homme araignée, ou l'araignée tout court, mais en même temps, vous aviez quand même Iron Man et Daredevil qui ne cachaient pas leur identité américaine, à plus forte raison parce que les titres de Marvel sont ainsi faits que, autant Metropolis, chez DC Comics, on peut dire que, après tout, qu'est-ce qui nous dit que c'est pas quelque part dans le Luberon. Mais les titres Marvel, c'est New York, quoi. Donc vous ne pouvez pas mentir là-dessus. Et même si vous aviez changé quelques noms propres, il y a un moment, la Statue de la Liberté, vous la remarquez dans le décor, et c'était pas possible de trop tricher là-dessus.
c'est ce qui a fait ce qui a changé les choses. Il faut savoir aussi qu'assez rapidement, Luc n'est pas la seule maison d'édition à récupérer des titres Marvel pour la simple et bonne raison que Luc ne peut pas tout absorber. Ils n'ont pas la surface en titres pour prendre toutes les séries que propose Marvel. Et le choix, il va se faire assez... quand on regarde après ce qui va atterrir chez l'autre grand éditeur de Marvel, donc qui est Aridi Artima, qui est un éditeur du Nord, à Tourcoing, Luc a la première option. Et qu'est-ce qu'ils vont faire pour ne pas vexer pour ne pas attirer les foudres du comité de surveillance qui est assez anti-américain, assez conservateur, assez les super pouvoirs c'est pas bien, les monstres ça terrifie les enfants. On a vu que les Fantastiques avaient eu quelques problèmes parce que imaginez-vous, la chose, un monstre, ça allait terroriser les enfants. Bien entendu, le petit poussé avec les ogres de compagnie ça va, mais les monstres de Pierre Orange, ça ne peut pas passer. Donc à un moment, Luc fait le tri, et ils vont dire qu'on ne va pas prendre un type pro-américain tel que Captain America. Donc Captain America passe chez Aridi Artima. On ne va pas prendre un monstre tel que Hulk, donc Hulk passe chez Aridi Artima. Et on ne va pas prendre un héros païen tel que Thor. Donc Thor passe chez Aridi Artima. Et puis, à partir du moment où vous n'avez pas Thor et vous n'avez pas Captain America, c'est un peu la logique que les Avengers passent chez Aridi Artima. Donc ce partage, cette peur de la censure de fait, de la pression morale de la commission de surveillance, va faire que tous ces titres-là vont partir chez Aridi Artima. Et que, par la force des choses, à un moment où DC Comics n'est pas publié de manière très régulière en France, en dehors de Superman et Batman, il va se passer une sorte d'évolution parallèle assez marrante. C'est-à-dire qu'en France, le principal groupe de super-héros, du coup, via Strange, ça va devenir des X-Men. Et au début des années 70, quand vous parliez d'une équipe de super-héros, en France, c'était les X-Men dans un pyjama jaune et bleu, alors qu'aux États-Unis, c'était pas si populaire que ça. Et le succès est arrivé avec les nouveaux X-Men, avec Wolverine, Colossus et les autres. Mais chez nous, c'était la référence. Là où si vous parliez à quelqu'un de la Ligue de Justice, c'était un peu... Et ce qui est intéressant aussi, c'est l'évolution par rapport au format. C'est-à-dire que Artima a donné au bout d'un certain temps un format, on va dire, ce qu'on appelait un album, mais bon, c'est l'équivalent, on va dire, d'un petit TPB couverture souple, à ces héros qui sont Captain America, Hulk, mais ça viendra quelques années après. Au moment du lancement de Strange, les produits américains chez la concurrence étaient plutôt à l'intérieur de sommaires anthologiques de petites pockets comme Aventure Fiction ou Eclipso chez Artima. Si bien que Lug a réussi à identifier, à associer des personnages, des couleurs et un format. A été un petit peu pas le premier parce qu'il y a eu d'autres tentatives ici et là. Artima l'avait fait avec des héros d'ici dans la collection Pop Magazine qui doit avoisiner les mêmes années, quoi. Mais c'était les héros d'ici, donc ils étaient en plus propres sur eux, il n'y avait pas de destruction, il y avait souvent des rayons paralysants, ce genre de choses. C'est pas tout à fait la même approche. Mais l'approche Marvel, elle s'est faite vraiment sur le format comic book. Au bout du 11e numéro de Strange, donc moins d'un an après, on passe au format comic book et on commence à pérenniser le sommaire de cette revue. C'est aussi une des différences avec Artima, par exemple, avec Sage Édition, qui était l'éditeur qui s'occupait de Superman et Batman, c'est que le sommaire de Strange était régulier. C'est toujours la même chose. Et ça sortait tous les 5 du mois, c'était vraiment très régulier. Ouais. Là où la concurrence sortait 2 fois sur des vacances, des choses comme ça, ça pouvait être très, très aléatoire. Et comme on vous l'expliquait, les anthologies faisaient que même quand vous achetiez une revue, vous n'étiez pas sûr, il y avait un côté pochette surprise qui pouvait avoir d'autres avantages, mais vous n'étiez vraiment pas sûr d'en trouver un. Voilà, par exemple, une série comme Hulk, vous aviez un épisode dans tel numéro de, je sais plus, je crois que c'est Étrange Aventure, et le mois suivant, dans le numéro suivant, vous aviez 5 épisodes de Hulk, et le mois encore suivant, vous n'aviez pas. Et voilà, et Luc est parvenu à fidéliser un lectorat en mettant un sommaire toujours fixe. Donc au tout début c'était les X-Men ouvraient le bal, et puis après on avait je crois Daredevil, Iron Man et Spider-Man, et le lecteur qui revenait tous les 5 du mois retrouvait les mêmes personnages au même endroit,
Et comme ça permet de fidéliser. Une autre astuce aussi, c'était, ils ont assez rapidement intégré une page de courrier des lecteurs, qui contribue encore à la fidélisation et au dialogue. Avec des questions, des réponses, des lecteurs qui sont un peu plus documentés, qui auraient lu par exemple des comics américains, qui peuvent dire ah bah tiens il va se passer ça, ou tiens tel personnage, ou, voilà. Et d'autres qui s'étonnent, qui découvrent, et puis il y a les vieux lecteurs qui lisent depuis le début, qui commandent des choses, alors qu'on sent bien que parfois il y a le nouveau lecteur qui découvre genre le mois dernier et qui a signé une lettre enthousiaste, et donc ça crée une espèce de petite communauté, une espèce de petit équivalent pré-internet des forums, où les gens se rencontrent et échangent. Et ça, c'est le petit plus de Luc qui permet quand même d'asseoir un lectorat et d'exister sur la durée. Il y a un universitaire qui s'appelle Eric Pénuré, qui a un peu plus de 20 ans a fait une étude qui s'appelle Strange grandit avec moi, où le gars a répertorié toutes les lettres de courrier de Strange pour savoir quelles étaient leurs réactions, pour savoir par exemple le traumatisme qu'avait été la mort de Gwen Stacy et comment on retrouve pendant des années dans le courrier du lecteur des références à cet épisode-là, comment il y avait effectivement une prise de conscience et d'échange, puisque en dehors du courrier des lecteurs à proprement parler, il y avait même aussi une bourse aux échanges pour les lecteurs qui voulaient échanger leur double ou récupérer d'autres numéros. Donc forcément, ça a fédéré le milieu bien plus que ce qui avait existé avant. Et je cite une expérience personnelle, mais le courrier des lecteurs est aussi une manière de s'intégrer dans une petite communauté de lecteurs, mais de s'intégrer dans une continuité. Et ça, c'était très important, parce que les comic books, Marvel a développé ça dans les années 60, mais DC a enquillé, et pour le lecteur français des années 70, les séries Marvel et les séries DC s'intégraient dans une continuité plus ou moins marquée. Et donc quand on arrive au milieu quand on arrive au Strange 80, au Strange 100, au Strange 130, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé avant. Et le courrier des lecteurs intervient comme une espèce d'aiguillon. Pour ma part, par exemple, quand je suis tombé dans la marmite des éditions Lug, c'était le début de la période de Byrne et Elstine sur les X-Men, et dans le courrier des lecteurs de Special Strange, qui est une autre revue, où cette série était publiée, il y a des gens qui disaient « Ah, Byrne et Elstine, c'est super, c'est presque aussi bon que Adams et Palmer ». Moi, les épisodes d'Adams et Palmer, je ne les avais pas lus, je lisais ceux de Byrne et Elstine, et je me disais « Oh là là, c'est super, si c'est presque aussi bon que Adams et Palmer, ça doit être énorme ». Vous aviez parlé de la mort de Gwen Stacy, moi j'en ai entendu parler d'abord dans le courrier des lecteurs. Et c'était comme une esprit, enfin je l'ai vécu comme ça, après un esprit plus jeune pourrait dire que c'est un petit peu une forme de spoiler, mais moi je l'ai vécu comme une invitation à aller fouiller dans les bacs des bouquinistes, à aller me plonger dans cette histoire, à aller lire des anciens numéros, et ça me donnait envie vraiment de découvrir ce monde qui foisonnait et dans lequel, et qui ne m'avait pas attendu pour proposer des aventures palpitantes. Et je pense qu'on est nombreux comme ça à avoir grappillé des informations et à avoir senti cette envie de compléter ce qu'on avait raté. Une petite différence qui joue, on expliquait tout à l'heure le concurrent direct qui était à Red Artima, avec lequel apparemment il y avait quand même de bonnes relations. Moi, Claude Vistel m'a dit qu'il y avait une forme d'entente pour ne pas marcher sur certaines sagas. Ils se partageaient un peu le boulot quand les trucs étaient, quand il y avait une sorte de récit un peu hybride, ils s'arrangeaient entre eux. Mais Red Artima remplissait les anthologies en pages. C'est-à-dire que quand ils disaient on a 130 pages à remplir, fais voir quelle saga il y a qui fait à peu près le compte, on met celle-là. Si dans le numéro suivant, il faisait un choix sur une saga qui était parue 6 ans avant, il le faisait. C'est-à-dire que même si vous suiviez la revue de Hulk, vous faisiez des bonds dans le temps, c'est Code Quantum le truc. C'est-à-dire que vous en montiez de 7 ou 8 ans. Alors le gars, c'est exactement la même chose quand vous essayez de regarder les policiers sur TF1, vous savez, quand les gars font la rediffusion en désordre, et que la nana qui est morte dans l'épisode d'avant, d'un seul coup, dans cet épisode-là, elle est en train de se marier avec le gars. Et vous dites, il s'est passé un truc terrible pendant la pub. Et en fait, non, donc voilà, il fallait. Ce qui était un peu marrant, hein, parce qu'il fallait rentrer. C'était une autre forme de rentrer dans l'univers Marvel, c'est-à-dire qu'on cherchait les pièces du puzzle en disant où est-ce qu'ils sont les 3 ans qui manquent. Voilà. Strange, il y a un truc déjà qui a l'air d'un détail, c'est que vous preniez l'épisode de Spider-Man, c'était marqué 73e épisode.
l'épisode d'Iron Man, c'était marqué 60. Enfin, il y avait vraiment une volonté affichée de lire les choses dans l'ordre et de mettre de la cohérence dans tout ça. Et la force vraiment de ce magazine-là, qui était une anthologie, donc, où il y avait quatre séries et qui n'étaient pas censées être l'une plus importante que l'autre. Ça a changé avec l'arrivée du dessin animé de Spider-Man en 1977, qui a changé. D'ailleurs, Strange a été surtitré à partir de ce moment-là, le journal de Spider-Man. Mais cette force, c'est que à la faveur des changements d'auteur aux États-Unis, forcément la qualité. Tu parlais de John Byrne dans les X-Men, mais il y avait des changements d'auteur et donc des fois la qualité faisait un peu des amplitudes gigantesques. Mais quand vous aviez suivi Spider-Man et que ça avait été par John Romita et que ça avait été terrible, super, puis d'un seul coup ça se mettait à baisser de qualité, et bien oui, d'un seul coup j'ai Daredevil qui donnait fort, il y a une sorte de principe de vase communicant, donc qui est très intéressant parce que l'un dans l'autre, même si effectivement il y a des périodes où les 4 séries ne sont pas forcément toutes super, c'est le cas de dire, au même niveau, l'un dans l'autre, voilà, et puis ça vous permettait aussi de faire des trucs. Si vous étiez très fan de Spider-Man, il se passait quand même des trucs dans ce magazine que vous aviez pris pour le prix homérique de 4 francs. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu moins qu'1 euro. Et donc, du coup, même si vous étiez seulement fan d'un personnage, vous aviez tendance à essayer l'autre. Et il y a un exemple de ça, une date un peu ultérieure de Strange. Il y a une série qui a commencé dans Strange qui s'appelait Rome, le chevalier de l'espace. Si on avait tenté de la vendre à l'époque dans un album à 25 € de manière indépendante, les gens n'auraient pas essayé, tandis que là, ça faisait partie du package, donc on tente le truc. Mais Strange devient une espèce de tremplin à idées, à personnages, à format. Et il a donc donné naissance aussi à un catalogue qui s'est élargi chez Lug, avec l'apparition de Titan, l'apparition de Spécial Strange. Alors Titan, pour la petite histoire, a été lancé avec du matériel et un sommaire qui appartenait à un autre éditeur. Mais cet autre éditeur n'a pas vécu bien longtemps aux États-Unis et au bout de 4-5 numéros, la rédaction de Lug se retrouve dans l'obligation de remplir le sommaire en remplacement des séries qui se sont arrêtées prématurément et donc de remettre un petit peu du matériel Marvel en privilégiant des séries qui n'étaient pas obligatoirement connectées à l'univers des super-héros, qui étaient soit annexes avec le Skull, le prisonnier du temps, les champions qui sont des super-héros, ou Doc Savage, etc. Et Spécial Strange qui est une déclinaison trimestrielle au départ de Strange, qui reprend des personnages bien connus, les Fantastic Four, ensuite les X-Men, Spider-Man, bien sûr, la chose. Et petit à petit, ils élargissent leur catalogue, le format de Strange a fonctionné, donc ils les trouvent sur d'autres supports. Et certains personnages aussi apparaissent dans Strange, comme Iron Fist, et vont ensuite passer ou Captain Marvel, et vont ensuite passer dans le sommaire de Titan. Donc quelque part, Strange, c'est la vitrine, c'est le tremplin, c'est le porte-drapeau des super-héros dans le catalogue de Lug. Il y a un truc qui va changer aussi, c'est qu'en 77, je le disais tout à l'heure, il y a le dessin animé Spider-Man, et à ce moment-là, il y a un problème, parce que, il y a un avantage, c'est que d'un seul coup, les ventes de Strange s'envolent, et je crois que les ventes historiques de Strange, c'est fin des années 70, vraiment début des années 80, on est dans les 145 000, 160 000, quelque chose comme ça, comme dit le chiffre maintenant. Précisément non, mais c'est autour de 150 000. Et il y a un truc qui change, c'est que jusqu'ici, ça s'est passé à la bonne franquette. Ils achetaient les albums, ils achetaient les épisodes à Marvel. On a vu qu'historiquement, personne d'autre, en dehors de ces deux éditeurs, voulait du Marvel, donc ça il n'y avait pas de problème. À partir du moment où il y a le dessin animé de Spider-Man, tout le monde veut faire du Marvel. Et il y a même des gens qui négocient les droits directement avec TF1, c'était diffusé sur TF1, je crois. Et donc, ça tient la jungle. Il y a un magazine qui s'appelle Télé Junior qui se lance en mettant du Goldorak et du Spider-Man à l'intérieur. Donc les gens de Lug sont horrifiés de ce qui se passe, ils sont en train de perdre leur vedette. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une sorte d'emballement. D'abord, Lug dit Spider-Man c'est nous, donc on va diffuser toutes les séries Spider-Man. Donc Amazing Spider-Man, le titre principal reste dans Strange. Nova est lancé avec une série qui s'appelle Spectacular Spider-Man Peter Parker. On a dans Spécial Strange les aventures de Marvel Team Up, c'est Spider-Man à chaque fois qui fait équipe avec un héros Marvel différent. Et ils ont à partir de ce moment-là un accord vraiment d'exclusivité sur le personnage de Spider-Man.
que les méchants américains vont contourner en disant ok, vous avez l'exclusivité, mais ce qu'on va faire, c'est que Télé-Junior, eux, ils auront le droit de créer des histoires inédites. Et donc, il va y avoir des récits de Spider-Man qui n'ont jamais été édités depuis, parce que c'est un nid à tout en termes de droit, qui sont souvent scénarisés par des auteurs américains, et je crois qu'il y a du Pete Mantlo et du Roger Stern. Oui, et David Anthony Kraft aussi. Et il y a, au niveau du dessin, il y a un mélange de français et d'italien. Il y aura même à certaines époques quelques collaborateurs de Luc qui font des extras dans ces revues-là. Mais fin des années 70, globalement, vous avez du Spider-Man partout. On va dire que finalement c'est un peu comparable à l'explosion des Avengers au cinéma il y a quelques années. Ça devient mainstream le comic à ce moment-là. Et il y a même Télé 7 jours, je crois, qui publie un livret pour les enfants qui s'appelle Spider-Man et le chien Omega. Si vous avez envie d'avoir un truc kitsch, ça se récupère sur le marché d'occasion, et c'est vraiment du texte pour les enfants, et Spider-Man à chaque fois c'est la silhouette, mais c'est repiqué sur les planches d'autocollants de Marvel, donc c'est vraiment, c'est zéro création, et ce truc-là va être diffusé à 1 million d'exemplaires, et a priori je crois que c'est le record de diffusion d'un super-héros en France encore aujourd'hui. Et dans Télépoche, à partir de la fin des années 70, il y a le strip de Spider-Man, qui est encore assez frais parce que Stanley a mis du temps à le vendre à une agence de presse, mais c'était Romita Père qui dessinait, et au début ils l'ont publié en noir et blanc, et la traduction était plutôt pas mal, enfin passe-partout, mais sans grande faute, et toutes les semaines, les acheteurs de Télépoche avaient 2 pages de strip, qui représentent quand même pas mal de cases, une bonne quantité. Et au bout d'un certain temps, Romita est parti, et puis il y a eu d'autres personnes qui l'ont remplacé, dont Fatkida et tout ça. Mais Télépoche s'est mis en tête que la BD en noir et blanc c'était bien gentil, mais ça n'intéressait pas les mômes, et s'est mis en tête de publier le strip en couleur. Ce qui nous donne droit, alors Spider-Man il connaissait les codes couleurs, mais ce qui nous donne droit par exemple à un Dr Doom mauve, et ce genre d'aberration bizarre, Mary Jane qui change de couleur d'un numéro à l'autre, etc. Mais c'était une porte d'entrée vraiment pas mal pour les... parce que bon, tout le monde, si tout le monde n'achète pas de la BD, tout le monde au moins achète un guide télé, et Télépoche faisait partie à l'époque des gros succès. Et voilà, on voit, le gamin voit le dessin animé à la télé, il voit les aventures sur le papier, et puis fatalement, il va aller se diriger vers des albums ou des parutions que ça. Les albums étaient très très rares, mais ça commençait à venir parce qu'il y a eu des rachats de droits, il y a eu quelques albums cartonnés au début des années 80, mais les kiosques débordaient de super-héros. Et pour la petite histoire, le strip Spider-Man a mis des années, des décennies même, avant d'être réédité, ne serait-ce qu'en Italie d'abord, et puis chez Marvel ensuite. Et c'était quelque part, c'était un graal pour beaucoup de collectionneurs d'avoir une pile de feuilles déchirées, arrachées à Télépoche, qui était la seule édition, pendant 30 ans, la seule édition de ce strip en France. Si vous ramenez les chiffres de tirage des revues de Lug à la population française, il faut bien vous rendre compte que finalement, si on rapporte ça à la population américaine, si on fait un ratio, un camembert, en fait c'était aussi populaire, sinon plus en France qu'aux États-Unis, si on ramène ça à la population. Mais il se passe, dans l'après-coup du dessin animé Spider-Man, il y a le Rossac, c'est le montagne russe, il y a eu ce moment très populaire, et il y a un moment ça commence à redescendre. Moi j'ai connu ça parce que je suis allé au XXIe siècle. Mais j'ai connu ça il y a une époque en cours moyen 2, tous les gamins de ma classe disaient Strange. C'est-à-dire qu'il n'y en avait pas un, on faisait partie de la discussion. 2-3 ans plus tard, c'était cramé. C'était plus personne n'en parlait, c'était où tu lis encore des super-héros. Le truc, c'est que Luc a connu ce pic à un moment, est obligé de publier de plus en plus de Marvel, par la force des choses aussi, parce que Arrêt Artima s'arrête au milieu des années 80, et Marvel pour gérer ça. Et ça marche moins en tout cas. Luc commence à avoir quelques problèmes
de trésorerie, et va arriver une situation où on dit finalement, comme Lug, maintenant il est devenu une machine dans le sens du terme, comme une machine bien huilée pour publier les revues Marvel en France. Est-ce que ça ne serait pas logique que Marvel rachète Lug? Et il y a pendant quelques mois des discussions entre Lug et Marvel pour que Lug devienne la branche française de Marvel. Finalement, ça ne va pas se faire parce que Claude Vistel m'a expliqué qu'à l'époque, elle a un petit buzz dans la tête qui lui dit oui, mais si c'est piloté par les Américains, à terme ils vont virer tout le monde, ils géreront les choses depuis New York, on va pas le faire comme ça. Ce qui apparemment a beaucoup vexé le président de Marvel de l'époque, qu'il décide de se tourner vers une société qui s'appelait Scénic. Et c'est sans doute dans cette vexation que va arriver un peu plus tard, quelques années plus tard, l'idée que Marvel, qui entre-temps a racheté plein d'autres, enfin fait partie d'un groupe qui a racheté plein de sociétés à travers le monde, Marvel, via Panini, va décider de récupérer les titres plutôt que de continuer avec lui. D'ailleurs, rien à dire. Bon, et il se pose un problème, c'est-à-dire que comment continuer Lug et Strange et les autres revues si on n'a plus de matériel Marvel. Donc va commencer finalement la phase finale de Strange, qui est, on va continuer avec les autres licences comics qui existent, donc on va faire un Strange avec du DC Comics. Et ça revient à peu près à dire à des gens dans une église, à partir de maintenant on va être protestant. Et vous le voyez bien, il y a eu une sorte de véritable... Alors en plus je pense qu'il filtrait un peu dans le courrier des lecteurs parce que tout était sans doute pas passable, mais il y a eu une sorte de véritable guerre de religion à ce moment-là, de savoir, c'est comme voilà, si vous mettez... si vous décidez qu'à partir de maintenant les Beatles, ça sera Mick Jagger et ses copains, il y a un truc qui est problématique. Et je pense aussi qu'il y a eu un problème dans le choix à cause de la panique du moment, puisqu'il fallait remplir ces magazines et qu'ils étaient un peu mis sur le bidon. Il y a sans doute eu aussi un problème dans l'acclimatation des séries. S'ils avaient décidé de faire un Strange DC Comics, mais avec des débuts de séries basés sur des auteurs qui étaient très connus des lecteurs de Marvel. Moi, je pense en particulier, pour ceux qui connaissent, toutes les séries qui ont émergé de Crisis. C'est-à-dire que si on avait pris le Man of Steel de John Byrne était un auteur très identifié avec Marvel. Si on avait pris le Wonder Woman de George Perez et des débuts de séries comme ça, très clean, et avec des auteurs qui avaient fait du Avengers, qui avaient fait des trucs comme ça, je ne peux pas vous dire que ça aurait marché plus les autres, mais je pense que le défi aurait été moins compliqué que ce qu'il a été. Et en fait, à partir du moment où Strange devient une revue d'ici, où les revues Lug deviennent des revues d'ici et Image, honnêtement, une grande partie du public commence à changer de créneau. Mais en fait, il faut bien situer chronologiquement. Là, on est en train de parler d'une période de 10 ans, grosso modo. C'est-à-dire que vers 87-88, Arkima et Sage Édition ferme boutique, mais c'est à peu près la même époque où DC refait son univers avec Crisis, qui a été traduit chez Arkima, mais Arkima s'est arrêté juste après, il n'a pas lancé les séries dont vous aviez bien parlé. Et au même moment, dans les mêmes eaux chronologiques, Lug est intégré dans le groupe scandinave Scénic. Alors le nom Scénic restera, après ce sera des actionnaires purement français, mais voilà. Et quand vous êtes intégré dans un grand groupe, c'est pas toujours facile de développer une politique éditoriale qui permet d'absorber des nouveaux titres, des nouvelles licences, d'avoir un autre partenaire, parce que l'occasion manquée, en fait, c'est que Lug, en 87-88, aurait pu reprendre tout le catalogue d'ici et aurait pu créer un équivalent de Strange, un petit frère, avec effectivement le Superman de Byrne, le Wonder Woman de Perez, le Flash de Geist, ce genre de choses. Mais pour faire ça, il faut aller discuter avec DC, avec qui ils n'ont jamais bossé, donc créer des nouvelles relations professionnelles avec ces gens-là, tout en créant des nouvelles relations avec le groupe scandinave. Donc c'était beaucoup de choses, et le groupe scandinave, lui, voulait avoir un pied sur le marché français, et il s'est tourné vers l'éditeur de kiosque qui était solide, économiquement viable et tout ça, mais avait peut-être envie de pérenniser ce qui existe déjà, sans se lancer dans des aventures rocambolesques. Donc c'est une véritable occasion manquée, et le lecteur de DC, il se retrouve à la fin des années 80,
avec quelques albums qui sont chez Glénat et qui concernent majoritairement Batman, et quasiment rien d'autre. Et il y a toute une génération pour qui, d'ici, grosso modo, c'est le dessin animé de Paul Dini et Bruce Timm à la télé. Et les quelques dérivés qu'il peut y avoir. Il y avait notamment une version de bande dessinée chez Scénic. Et moi, quand je suis arrivé chez Scénic en 99, grosso modo, on venait de passer une décennie où il n'y avait quasiment pas, c'était le désert en kiosque concernant DC. Donc on a commencé à refaire un petit peu de... Enfin, juste avant moi, il venait de lancer un titre de JLA, il y avait quelques projets autour de Batman, et on a commencé à fédérer tout ça. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les plus jeunes lecteurs, et c'est toujours important, les jeunes lecteurs dans un souci de renouvellement, les plus jeunes lecteurs, pour eux, les comic books de super-héros, c'est Marvel, c'est Image. Parce que justement, Scénic s'était lancé dans Image avec tenter des formats, etc. Plutôt axé sur les personnages, pas un format anthologique, mais bon voilà. Et d'ici, c'était un petit peu le parent pauvre. D'où le fait que, je crois que c'était en 98, Strange revient avec un sommaire orienté sur Superman, sur la Ligue de Justice, tout ça, et ça marche pas. Parce qu'il y a ce problème d'association, de collision entre une marque, un titre Strange qui est très identifié Marvel, qui est absolument identifié Marvel, et un contenu qui est nouveau et un peu inconnu pour les lecteurs. Le lecteur, il se retrouve un peu dans la position de famille recomposée, où il y en a qui n'aiment pas la nouvelle copine de papa. C'est exactement ça. Ils ont l'impression à ce moment-là de faire une sorte de faire des infidélités à l'univers Marvel, même s'il y a certaines grandes sagas comme comment s'appelle le mélange entre Marvel et DC. Voilà. Donc il y a des choses qui pourraient faciliter ça, mais globalement ça ne va pas tomber. Il y a autre chose qui n'est pas lié aux éditeurs français, qui est lié à l'évolution des Américains. C'est-à-dire qu'à un moment, vous aviez une série Spider-Man qui s'appelait Amazing Spider-Man. Puis, au bout d'un moment, vous en avez 2, 3. Alors que ça va, Luc a plusieurs titres, on en prend 15 Spider-Man dans chaque titre, comme je vous l'ai dit. Mais il y a un moment, aux États-Unis, dans les années 90, je crois qu'il y a eu 5-6 séries Spider-Man. Il y a eu 5-6 séries Punisher. Vous avez les Vengeurs de la côte ouest. Alors bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un avoir avec Dallas, côte ouest. Bref, il y a plein de choses. Vous avez les X-Men. Ok, mais à ce coup, les X-Men originaux qui reviennent, c'est X-Factor. Et vous avez les New Mutants. Et vous avez la mini-série de Wolverine. L'évolution du marché américain va faire que Luc va avoir tendance à dire ok, on a des titres anthologiques, et puis ces trucs qui se rajoutent, commencez par les mettre. On va se mettre à imiter ce que faisait Red Artima, avec des titres très orientés vers un personnage, et on va monter ce qu'on appelle les versions intégrales. Et les versions intégrales, c'est déjà un petit peu le verre dans la pomme, parce que c'est déjà le premier pas vers la fin du format anthologique. C'est ce qui va préparer, ce qui va aider aussi les comics à se préparer finalement une douzaine d'années plus tard au passage vers la librairie. Mais on perd là-dedans, parce que même si on peut parler de la qualité elle est là aujourd'hui avec les éditions, on a pu ce rendez-vous avec 4 ou 5... pour comparer, c'est un peu comme quand vous êtes abonné à Netflix. Strange, c'est ça. Vous prenez 4 séries, il y en a une que vous ne lisez pas d'habitude, et puis parce que vous vous rendez compte qu'elle devient géniale. Et c'est pareil pour les plateformes, les choses comme ça. Pendant que vous êtes en librairie, vous confortez tous les personnages qui sont déjà en place. Spider-Man, il n'y a pas de problème. Batman, il n'y a pas de problème. Si vous dites, ah bon, on va faire un album à 20 ou 30 euros consacré à Nova, ça se complique déjà. L'homme chose, j'ose même pas vous en parler. Enfin, il y a des strates, les personnages ne sont pas nés égaux, et c'est un petit peu le problème. Il y a aussi le kiosque en lui-même qui permet ce qu'on appelle l'achat d'impulsion. C'est-à-dire que quand vous êtes dans les années 70 ou 80 et que vous accompagnez votre père qui va acheter ses cigarettes, c'est pas bien de fumer, ne le faites pas. Mais en tout cas, vous êtes à côté avec votre père et vous dites « Oh, ça a l'air pas mal la couverture avec Spider-Man qui est en train de taper sur un type. Est-ce que je peux l'avoir ?» Et c'est de l'achat d'impulsion, vous créez un nouveau lecteur. Comme on vend très peu de clopes dans les librairies. Non mais, on rentre pas, je crois que c'est Jean-Marc L'Officier qui compare ça à des magasins de pêche. Vous rentrez pas par hasard dans un magasin de pêche où vous voulez pêcher.
Il y a peut-être une ou deux personnes par accident qui n'ont pas bien compris le principe. Voilà. Mais globalement, la masse du public est comme ça. Et les librairies, c'est pareil. Vous rentrez dans une librairie parce que vous voulez lire, et en général, vous savez à peu près les choses qui vous intéressent ou pas. Donc on va créer très peu de nouveaux lecteurs via ce système-là. Et les tirages sont d'ailleurs pas du tout les mêmes aujourd'hui. Oui, et puis en plus de ce phénomène de baisse des ventes et de recherche de nouveaux formats qui ne sont pas toujours pérennes, Luc de Sémic, c'est un éditeur de produits pour le kiosque. Donc ils font quelques albums, mais en général ils procèdent par la souscription. Mais ils ne font pas d'albums destinés à la librairie. Et dans les années 90, on a quelques éditeurs qui font parfois du Marvel, parfois du DC, et qui en gros récupèrent les sagas que Luc n'a pas voulu faire, soit parce qu'ils ne font pas le personnage, une histoire de Doctor Strange par exemple, soit parce qu'ils ont jugé que c'était trop violent, ils font la dernière chasse de Kraven en album. Et petit à petit, il y a un lectorat qui se développe, qui se dit, bah tiens, les trucs que j'ai pas pu lire dans Strange, eh ben, ils sont en librairie. Donc, sur les premières années, ce lectorat, il mange de râtelier, mais petit à petit, il y a un glissement du marché qui s'entame dans la première moitié des années 90 et qui s'accélère au fur et à mesure, un glissement du marché du kiosque à la librairie avec différents éditeurs. Il y a eu Comics USA, il y a eu Betty, il y a eu différents structures éditoriales qui proposent des formats nouveaux, qui apportent le cartonné, qui apportent la jaquette, qui apportent le bonus éditorial avec la biographie des auteurs, la biographie du personnage, l'intérêt de la saga, etc. Et à ce moment-là, on commence, et puis les premiers albums de Glénat, par exemple, de Comics USA, c'était des petits 48 pages, donc il y avait 2 épisodes. Mais Betty a inventé le TPB à la française, avec la couverture rigide, les bonus, etc. Ça, on arrive à la fin des années 90, début 2000, au moment où l'équipe scénique est renouvelée, au moment où Panini arrive sur le marché avec le produit Marvel, et ces deux structures éditoriales-là ont regardé ce qu'ont fait les autres, et se sont dit, nous aussi, on va aller en librairie. Et il y a quand même de ça, c'est-à-dire qu'il faut voir l'esprit, même après l'arrêt de Strange continue, c'est-à-dire que si vous regardez pendant une dizaine d'années au moins derrière, même si c'est pas les mêmes sommaires, même si c'est pas le truc, le format, la logique émule ce qui se passait dans Strange. Oui, oui. C'est vraiment une poursuite de cette des anthologies Panini, genre il y avait Marvel Select au début, ça c'est vraiment un format Strange, c'est-à-dire on prend quatre séries, ou parfois c'est 4 one-shots, parce que des trucs comme Marvel Select, c'était pas des séries régulières, c'était des sommaires à chaque fois différents, mais c'était la même idée, c'est-à-dire qu'on mélange, on crée une anthologie. Chez Sémic, on a reformulé le sommaire de Spécial DC un petit peu en gardant à l'esprit ce qu'on lisait quand on était gosse dans Strange Spécial Origine, en mélangeant un numéro récent et un numéro vraiment historique, et avec un petit peu de contenu rédactionnel. Donc la pérennité de Strange, elle se trouve là, mais même si les produits kiosques proposent des trucs justement pour l'achat d'impulsion, pour le produit d'appel, pour séduire le nouveau lectorat, parallèlement, toutes les structures éditoriales qui s'intéressent à la bande dessinée américaine vont vers l'album de librairie. Et c'est un autre réseau, chez Panini, je ne saurais pas dire, je ne me souviens plus trop de ce qu'ils proposaient, si c'était l'inédit ou de la réédition. Je sais que chez Sémic, une partie, vu que c'était un marché nouveau, on ne savait pas du tout comment les lecteurs allaient réagir, c'est pas parce qu'il y avait des bons chiffres chez Betty qu'il y aurait des bons chiffres partout. Et ben, on a commencé par faire des albums dont le contenu avait déjà été publié en kiosque, par exemple Kingdom Come, ce qui permettait de ne pas surcharger en termes de coûts de fabrication, lettrage, traduction, ce genre de choses, l'album. Et comme on a vu que ça marchait bien, on a commencé aussi à faire de l'inédit, des choses qui n'étaient pas allées en kiosque. Et du coup, et les autres éditeurs ont fait pareil. Et du coup, le glissement vers la librairie continue et s'accélère, puisque tous les éditeurs proposent plus de produits librairie,
et plus d'inédit à l'intérieur. Donc le lecteur qui veut lire telle histoire qui n'a jamais été en kiosque, eh ben, il va finir par se fidéliser à son tour vers le rayon librairie. Et là, on entame la dernière phase du déclin dont vous aviez parlé en introduction, à savoir que petit à petit, les revues qui existent, qui sont des enfants de Strange ou pas, ces revues commencent à moins vendre, commencent à moins séduire le lecteur. Il y a autre chose qui joue, c'est la crise des kiosques tout court. C'est-à-dire que je me souviens en 2000, dans le milieu de la presse magazine, on disait, on schématisait, on disait qu'il y avait un kiosque par commune en France. Ce qui n'est pas entièrement vrai, puisque vous doutez bien qu'il n'y a pas qu'un kiosque à Paris, mais globalement il y avait 36 000 kiosques, points de vente en France, et on en a 36 000 communes. En quelques années, parce que tout à l'heure, ça peut vous paraître bête, mais il y a un vrai parallèle à faire avec la consommation de cigarettes, hein. Ça joue aussi. Il y a des points de vente qui ont baissé, il y a beaucoup de gens qui préfèrent lire sur tablette, ou ne serait-ce que passer du temps de loisir sur les réseaux, sur YouTube et compagnie. Et donc ça fait que je crois qu'on est passé à moins de 20 000 ou à peu près 20 000 points de vente. Quand vous perdez le tiers de vos points de vente, il y a ce qu'on appelle la destruction de lecteur. C'est-à-dire que le type qui avait l'habitude de prendre une revue en bas de chez lui, si d'un seul coup vous lui dites qu'il faut faire 10 km de plus, c'est pas... alors vous pouvez me dire oui, il y a des commandes, mais il y a des gens qui préfèrent voir ce qu'ils achètent. Et mécaniquement, vous perdez des lecteurs avec ce système-là. Et du coup, la vision, la perception du format à la Strange a complètement changé. Les gens qui s'intéressent un petit peu à la médiatisation des comic books peuvent citer régulièrement des interventions sur des grandes chaînes de télé, de radio, des TF1, des Canal+, avec des gens qui pensent que Strange, ça existe encore. Et quand on regarde la date de ces émissions, c'est 90, c'est 2000, c'est 2010. Oui, ça existe encore, mais les gens les voient beaucoup moins. Quand on regarde une émission aujourd'hui, à une époque où les super-héros, via les films, sont très mainstream, quand on regarde une émission et que les journalistes vont sur le terrain c'est la librairie, c'est pas le kiosque. Le kiosque, c'est quelque chose qui est en train de disparaître dans les habitudes de consommation qui ont changé et dans le rapport, par exemple, il y a aussi le rapport qualité-quantité-prix. C'est-à-dire qu'on a parlé un petit peu de la version intégrale. La version intégrale, c'était un magazine agrafé avec 2 épisodes qui, proportionnellement, qui coûtait en soi moins cher que Strange, qui en contenait 4, mais qui proportionnellement coûtait plus cher, parce que pour lire l'équivalent de 2 versions intégrales, on lisait à Strange et ça nous coûtait moins cher. Aujourd'hui, il y a un rapport qui s'inverse un petit peu, mais qui est toujours dans la même logique, c'est je vais peut-être acheter un album qui contient 6 ou 12 épisodes, parce que là, je vais me sortir beaucoup de sous, et je vais avoir un gros temps de lecture, etc. Je vais avoir un album qui se garde, que je peux prêter, voilà. Il y a tout ce rapport à l'investissement du lecteur et bâti sur des considérations qui n'étaient pas celles du lecteur des années 80. Il y a ce que j'appelle aussi le phénomène des born again. C'est-à-dire que ce sont des gens qui souvent ont lu des traductions de comics dans leurs années d'étudiants. Puis à un moment, la vie est arrivée, on a découvert le sexe, les voitures, on a eu des enfants, on est passé à autre chose. Et puis, arrivé à 30 ou 40 ans, ce même ancien étudiant redécouvre les choses et tombe sur, par exemple, des anthologies qui lui proposent des rééditions à l'année, de manière luxueuse. Et comme le gars, justement, s'est débarrassé depuis longtemps de ces Strange ou de ces anthologies de format kiosque, il se refait la collection. Et des trucs à l'année comme Spider-Man, ce sont des vraies locomotives. Ça va pas forcément intéresser les nouveaux lecteurs. Les premiers épisodes de Spider-Man par Steve Ditko, c'est un style qui est très ancré. Enfin, il
aimer, il faut comprendre ce style-là, mais c'est souvent des gens qui ont lu ces séries-là lors de leur première traduction en France et qui veulent se les refaire sur un format plus luxueux. Et donc on a aussi ce phénomène-là dans les librairies, c'est-à-dire que tous les lecteurs des librairies ne sont pas forcément des nouveaux lecteurs qui découvrent des séries, mais il y en a beaucoup qui se refont des collections. Oui, il y a une chose que j'ai remarqué quand je suis allé voir le premier Iron Man au cinéma, c'est que la salle était composée en partie de papas qui venaient avec leurs enfants. Donc le vieux trentenaire, le jeune cadra, c'est le prescripteur à ce moment-là. Et je crois que ça continue encore un petit peu sur certains films, où effectivement le papa, c'est l'ancien lecteur qui s'y remet. Et quand on a fait Nos Années Stranges avec Sébastien Carletti chez Flammarion, on a proposé à l'équipe de vente un terme pour essayer de qualifier notre lecteur, qui est un peu nous aussi d'ailleurs, même si moi j'ai pas vraiment arrêté totalement, je me suis jamais sevré, je me suis jamais désintoxiqué, mais ce lecteur qui effectivement a été un énorme consommateur quand il était jeune et qui est à la fois porté par sa nostalgie et porté par son côté fanboy, on l'a surnommé le nostalgique. Parce qu'il il connaît cet univers-là, et ça correspond déjà à une espèce de forme de nostalgie, même s'il est tout à fait capable de suivre l'actualité, d'apprécier les produits nouveaux. Il n'est pas obligatoirement dans une logique de « ah, c'était mieux avant ». Mais voilà, c'est Strange et les catalogues de magazines autour ont créé une espèce d'univers d'imaginaire dans l'esprit d'une génération de lecteurs qui a servi maintenant de relais. C'est-à-dire que la revue n'existe plus, les différentes revues survivantes ont du mal à exister en kiosque et maintenant le marché s'est transféré ailleurs, mais quelque part il y a encore le nom qui sert, le nom et l'ambiance tout autour, qui sert de passage de relais. Le titre de la conférence, c'est à la fois Génération Marvel et 50 ans de Strange et Plug. Ça montre quand même qu'il y a une force de la marque Strange qui reste dans les esprits, à la fois des lecteurs qui l'ont connu et puis des nouveaux lecteurs. Quand on a fait un t-shirt Strange en 2000, je crois, on s'est aperçu qu'effectivement les commandes étaient très fortes et allaient très vite et qu'on n'en avait pas imprimé assez. Mais alors oui, vous allez me dire c'était il y a 20 ans, mais quand bien même c'est encore là. Il suffit que je regarde d'ailleurs le public ici, vous, il y a des gens qui ont mon âge, il y a aussi les héritiers de Strange. On est tous des héritiers de Strange, mais c'est sur plusieurs générations de lecteurs. Et voilà, le passage de relais, il est fait là, et je crois que c'est vraiment plus qu'une revue, c'est une époque. Je vais juste aussi prendre le temps de préciser qu'il y a eu une sorte de revival de Strange via un garçon qui s'appelle Ringman et qui, un peu avec le couteau entre les dents, s'est débrouillé pour négocier l'usage du titre et a relancé comme revue petit format pendant quelques années un Strange, mais qui avait même la même problématique que le Strange d'ici, c'est-à-dire que n'ayant pas les droits des revues Marvel, il a remplacé ça par des séries à lui, donc il y a l'usage du titre, mais il n'y a pas le contenu qu'on associe. Il y a même eu, je crois que c'est lui qui avait lancé 2 numéros, je crois, d'un Strange très particulier, qui en fait vendait des plaques en métal à l'effigie des super-héros, donc ça a fait long feu parce qu'on était loin de la magie aussi de ces trucs. Et aussi, peut-être revenir sur une dernière chose, parce qu'après on va vous libérer, il y a plein d'animations qui vont aller dans cette salle et puis vous voulez aussi aller profiter du salon. Moi je voudrais surtout insister sur le fait que, un truc que je dis souvent sur les réseaux sociaux, les éditeurs, s'ils vont sur les librairies en ce moment, que ce soit Urban, Panini, ceux qui sont depuis des années, quand on d'ailleurs avait laissé tomber depuis longtemps les kiosques tels que Delcourt, c'est pas la patte du gain. Alors bien entendu, ils font pas ça gratuitement, mais c'est pas une question de se dire on va prendre plus d'argent lecteur, mais c'est vraiment que le marché kiosque est moribond et que fondamentalement rester dans les kiosques aujourd'hui c'est mourir et qu'ils n'ont pas trop le choix.
je pense même qu'en plus, en allant sur ce format hybride, il y a des espèces de survivance de format ontologique qui continuent. On sait bien qu'on va perdre encore des lecteurs là-dessus, mais que c'est ça ou la fin. Et autant Stranger terminé, autant je crois qu'on est quelques-uns parmi nous à ne pas vouloir la fin. Même si elle est arrivée, donc on va bientôt vous libérer. Non, Xavier, je peux juste te dire un petit truc oui. Sur Strage. Oui. Je me souviens, j'avais 12 ans, et ce qui nous marquait aussi et qui existe encore toujours aujourd'hui, c'était qu'à 3e ou 4e de couverture, tu avais la couverture du mois suivant. Oui. Alors pour ceux qui n'entendent pas, il rappelle à juste titre que Luc avait la tradition de mettre les couvertures des numéros des mois suivants, ce qui fait qu'on avait vraiment ce sentiment de rendez-vous que n'avait pas la concurrence à l'époque. Quand les copains on arrivait à acheter notre Strage, on ouvrait et la première chose, et je le fais toujours avec les Panini, j'allais de suite regarder le numéro suivant. Et Luc a des fois changé une ou deux fois, a changé d'avis. Et c'était une catastrophe. Il était convaincu qu'il y avait une autre édition collector qui finalement n'existait pas, donc ça a traumatisé. Je vous remercie. On est en dédicace tout à l'heure, enfin immédiatement tout de suite, sur le stand de Guignoloni. Donc si vous voulez passer nous voir bonjour, ça sera avec plaisir. Merci.